Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un face-à-face spécial golf. Dans cette vidéo tout simplement on va retracer un petit peu l'histoire, l'historique voilà, de ce modèle de chez Volkswagen en face-à-face, c'est-à-dire qu'on va comparer les 7 Golf présentes sur le jeu, qui sont présentes voilà, en version GTI, en version R, en version VR6, et bien sur ce circuit voir un petit peu au fur et à mesure des années qui passent, l'évolution du chrono, et puis histoire de parler aussi un petit peu de ce modèle qui a quand même bien changé, c'est vrai, depuis son début. Hein. Là c'est une Golf 1 qu'on a ici en version GTI de 1983, c'est clair qu'en 30 voire même 35 ans en fait, ces voitures là ont énormément évolué, je crois qu'on approche même des 40 ans voilà, du modèle de la Golf. Et c'est clair que quand on compare un petit peu la puissance de ce modèle là par exemple à une Golf R moderne, c'est un peu ridicule parce qu'une Golf R moderne fait plus de 300 chevaux, celle-ci en fait 112, et encore on a entre guillemets une des plus grosses versions de l'époque, puisque là c'est la 1800, il y a eu la 1600 qui était produite juste avant, qui avait du coup le même moteur mais en 1600 cm3, qui faisait 110 chevaux, celle-ci le 1800 en fait 112, voilà. Alors après, ce qu'il faut se dire c'est que cette voiture là est aussi bien plus légère qu'une Golf moderne, puisqu'une R dernière génération c'est environ 1500 kg, celle-ci c'est 850 kg, donc c'est pas la moitié du poids non plus, mais presque au final. Du coup on a un rapport de puissance qui est assez stylé, et j'ai envie de dire, à l'époque il y avait la Oettinger qui faisait 136 chevaux et qui était je crois un chouïa plus légère encore, et là pour le coup on a vraiment un rapport de puissance qui serait complètement, on va dire, comparable à celui d'une Golf R par exemple 7.5 ou une 7, ce qui est quand même vraiment pas dégueu. Donc voilà, première GTI, celle de 83. Ce que je vous propose tout simplement voilà, dans cette vidéo, c'est les tester l'une après l'autre, complètement d'origine, voir tout simplement voilà, sur ce circuit l'évolution du chrono de ces modèles-là, petit à petit. C'est un truc que je ferai avec d'autres modèles, par exemple, pourquoi pas la RS6, ou la M5, ou la M3, ou éventuellement la Civic aussi, j'avais fait ça sur Horizon 4. Alors je vais peut-être attendre tout simplement qu'il y ait un nouveau modèle de Civic qui soit ajouté sur le jeu, peut-être un nouveau DLC, ou peut-être l'arrivée sur le jeu des nouvelles Civic un jour, voilà, dans quelques mois ou dans quelques années. Mais voilà, j'aime bien faire ce genre de choses. Des fois je le fais avec des voitures améliorées, des fois je le fais avec des voitures full stock. Je trouve qu'en vrai quand c'est comme ça en mode de la première génération à la dernière, full stock c'est plus stylé parce que on voit mieux les différences de pilotage, et puis ça permet quand même on va dire un petit peu de parler de ces modèles là historiquement, tout en ayant on va dire des performances un peu plus proches de la réalité, ce que je trouve plutôt cool. Donc voilà, petite Golf GTI, je disais tout à l'heure, génération 1, 112 chevaux pour 850 kg environ, 0 à 100 en 9 secondes sur cette version là, parce que effectivement sur la Oettinger qui fait 20 chevaux de plus, c'était plutôt 8 secondes 4, 8 secondes 5, et puis vitesse de pointe normalement aux alentours des 180 km/h, donc voilà, forcément à côté d'une R moderne qui peut taper quasiment 300 km/h maintenant, ça fait un peu ridicule, mais dans les années 80 c'était quand même quelque chose d'assez stylé. C'était probablement l'une des GTI au final les plus énervées de cette période là, en tout cas en termes de rapport puissance c'était vraiment quelque chose. On a une boîte quoi? On a une boîte 5 quand même en plus, ça tue, c'était pas forcément le cas de toutes les bagnoles de l'époque. Peut-être que chez les européennes on avait quand même déjà beaucoup de boîtes 5, mais il y a quand même beaucoup de caisses dans d'autres pays qui étaient en boîte 4. Donc voilà, on va effectivement toper une pointe à quasiment 200, c'est un peu plus effectivement que cette voiture en vrai. Et on va réussir un chrono de 3 minutes et des poussières, en sachant que cette voiture là full stock est en D428. Donc voilà, petit chrono, 3 minutes 42 environ, je notais ça quelque part et on fera un petit résumé après. Donc c'est parti avec la Golf 2 en version GTI, donc de 92. À savoir que là aussi on a la plus grosse version entre guillemets, puisque de base effectivement ils avaient repris le moteur de la Golf 1 GTI qu'on vient de tester avec les 112 chevaux, et vu que cette Golf là était beaucoup plus lourde au final puisqu'elle fait quand même 1100 kg, ils se sont aperçus que le gain de performance était quand même pas génial. Du coup ils ont amélioré ce moteur là jusqu'à environ 140 chevaux, je crois que c'est 139 il me semble, voilà, pour 1100 kg, du coup 0 à 100 en 8 secondes 6. Et vitesse de pointe surtout qui passe donc pour l'ancienne Golf GTI voilà, génération 1 qui était à 180 km/h, environ 210 quand même sur cette version là, donc ce qui est quand même on va dire une grosse amélioration. Après celle-ci je vous avoue que je trouve que c'est la plus stylée honnêtement dans les Golf GTI, dans les versions sportives, même si j'aime beaucoup l'R32 qu'on va tester un petit peu plus tard dans cette vidéo. Je sais pas pourquoi celle-ci je trouve qu'elle a vraiment le style parfait, vraiment la croisée des chemins entre les années 80 et 90, avec encore les optiques ronds qui ressemblent de ouf
eh bien, à ceux de la Golf 1. Et l'arrière qui est un peu plus moderne. Et je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça lui fait un look vraiment stylé. Celle-ci, pour le coup, c'est vraiment, je pense, la Golf que je trouve la plus jolie, entre guillemets. Après, c'est aussi probablement parce que c'est peut-être l'une des Golf. Bon, déjà, elle a été très bien vendue, mais qu'on voit le plus en version GTI. Et sur laquelle, du coup, il y a énormément de préparation, de kits carrosserie qui existent en vrai, des customs, qui sont parfois vraiment stylés. Donc, franchement, celle-ci en mode rabaissé, avec juste des jantes modifiées, style BBS à gros déport, ça lui fait un look de fou furieux, que je trouve les Golf d'après ou d'avant n'ont pas forcément. Donc voilà, on va voir un petit peu l'évolution du chrono. C'est possible qu'on fasse pas beaucoup mieux, parce que celle-ci, en D429, on a un seul point d'indice performance de plus par rapport à la Golf 1, en ayant 27 chevaux de plus, mais aussi 250 kg. Donc bon, on va voir, je pense que honnêtement, tout va se jouer sur la ligne droite finale, tout va se jouer en fait sur la VMAX, parce qu'au niveau du feeling, c'est exactement la même. On a vraiment très peu de différence. Ça glisse tout pareil, mais en étant quand même assez maniable. Et puis ouais, ça freine pareil. Bon, on sent qu'elle est quand même un peu plus lourde. Mais après, une voiture trop légère, de toute façon, c'est pas forcément toujours bien. C'est vrai que c'est bien pour les accélérations, c'est clair. Mais que ce soit pour la VMAX ou pour la tenue de route, c'est pas forcément toujours la meilleure option de faire la caisse la plus légère possible. En dessous d'un certain poids par rapport au gabarit de la caisse, au final, c'est un peu contre-productif. Donc c'est parti, écoutez, on va se faire la petite autoroute. Je pense qu'on devrait choper 200. On était quasiment à 200 avec la 1. Celle-ci, ouais, je pense qu'on peut espérer même 210 avec la descente. Compteur gradué jusqu'à 260, ce qui était quand même légèrement mensonger sur cette Golf, donc GTI. Donc c'est parti. Alors en sachant que je crois que sur cette génération-là, c'est pareil, il y a dû avoir des Golf Plus, entre guillemets. Enfin, c'est pas plus du coup, mais des GTI Plus avec, il me semble, le compresseur sur celle-ci. Il devait être la G60. Qui, dans mes souvenirs, fait plus de 160 chevaux. Et là, par contre, ça devait quand même être assez monstrueux pour l'époque. Là, ça accélère moins bien au final que la 1. C'est assez marrant. Alors après, c'est parce qu'on est en montée pour l'instant. Avec la descente derrière, on risque de dépasser le 200. Ouais, voilà. Enfin, je pense, j'en sais rien en fait. Ah ouais, non, c'est pas si flagrant que ça, hein, la différence. On va choper 200 effectivement, mais c'est vraiment genre grâce à la descente en fait. Clairement, le moteur il est un peu au bout de sa vie là, à 204 km/h. Et du coup, à niveau chrono, ça va être archi serré par rapport à la première. C'est parti, on arrive en 3 minutes 37 et des poussières. C'est parti ensuite avec la Golf VR6, donc voilà, de 3ème génération. Donc c'est bien un moteur 6 cylindres qu'on a sur cette voiture-là, qui peut rentrer voilà, sous un petit capot parce que c'est un VR et qu'il est donc archi compact, tout simplement. Donc moteur qui a quand même une cylindrette de liquide, ce qui est pas ridicule du tout pour une caisse compacte comme ça. Elle sortait, celle-ci, 174 chevaux. En sachant qu'il y avait des versions synchro, donc des versions 4 roues motrices, sur lesquelles le moteur était un peu plus puissant encore, on avait 190 chevaux. Mais déjà avec 170 chevaux pour environ 1300 kg, c'était 0 à 100 en 7 secondes 5 et vitesse de pointe aux alentours de 225 km/h. Je pense qu'en termes de perf, on va dire au niveau de ces Golf en version sportive, celle-ci c'est probablement celle qui a le plus gros gap, on va dire le plus gros écart entre la version précédente et la version dont on parle là. Puisque là quand même 20 km/h gagnés en Vmax, 1 seconde et demie pour le 0 à 100 et quand même 30 à 40% de puissance en plus si je dis pas de bêtises. Donc vraiment pas ridicule du tout. Malheureusement assez rare la VR6 et puis voiture qu'on voit vraiment très peu en vrai. Il y a peut-être même moyen qu'en France on voit plus de versions synchro que de versions normales. Enfin bon, je sais pas de ce que j'ai vu. Donc il y avait aussi, comme je disais, les versions synchro, du coup qui avait le VR6 qui était réalisé en 2,9 litres, qui faisait 190 chevaux, qui avait une Vmax similaire mais qui gagnait un petit peu sur l'accélération, donc c'était aussi quelque chose de vraiment stylé. Donc là aussi compteur garde jusqu'à 260, là ça a plus de sens puisqu'on devrait choper quasiment 230 quand même avec la descente sur le jeu. Donc on va dire que c'est un peu plus logique. Alors par contre c'est vrai que celle-ci au niveau du style, les Golf 3, alors je sais pas, c'est peut-être parce que mes grands-parents en ont eu une, mais je trouve que ça fait vraiment caisse de papy. S'il n'y avait pas le logo GTI et le logo VR6, franchement j'aurais l'impression d'avoir 70 ans. Mais bon après voilà, c'est quand même plutôt des bagnoles assez confortables vis-à-vis de leur gabarit et puis assez fiables aussi quand même à l'époque. Et puis en version VR6 ça tue. Mais franchement si je la mets en gris et qu'on cache un peu le logo VR6, on voit pas du tout que c'est une Golf sportive. Contrairement aux précédentes, je trouve qu'il y avait quand même, on va dire, des petits détails qui étaient un peu plus sportifs. Genre la Golf 2, on avait des ailes un peu plus larges. Là celle-ci, je sais pas s'il y a une modif au niveau de la carrosserie par rapport à une normale. Peut-être le pare-choc avant qui est un chouïa plus agressif, genre il y a une prise d'air dessous, mais franchement je crois qu'à part ça c'est vraiment la même.
Donc c'est parti, petite pointe de vitesse. Est-ce qu'on arrive à choper les 220? C'est possible. Et celle-ci par contre, on est en C510 quand même. Donc 70, non même 80 points de différence en fait avec la précédente. Donc ouais, celle-ci niveau gap de performance elle est quand même assez impressionnante par rapport à la précédente, ce qui est quand même plutôt cool. Donc on va passer la 5ème, je sais pas si c'était le bon timing en montée mais bon, c'est pas grave. Et puis on est déjà quasiment à 200, là tout à l'heure on galérait à franchir les 190, donc quand même une belle différence de perf. Et ça devrait se voir sur le chrono au final, je pense que celle-ci on devrait peut-être faire 3 ou 4 secondes de mieux quand même que les précédentes, qui étaient vraiment on va dire très proches au niveau du chrono. Ah, ça continue d'accélérer hein, sur du plat. Et on fait, ouais, on fait 3 minutes 27, donc quand même 9 secondes de mieux. On passe ensuite voilà, sur les Golf R, puisque bah, à partir de celle-ci, ils se sont dit bah, c'est bien, la Golf GTI, c'est stylé. Ils en ont fait une d'ailleurs pour cette génération de Golf, la Golf 4, qui faisait 180 chevaux, ce qui était déjà pas mal. Mais ils se sont dit on peut faire mieux, on peut faire plus con. Et bah, ils ont du coup remis le VR6, donc le 6 cylindres, sur cette version-là, sauf que la cylindrée est passée de 2,8 litres ou 2,9 litres, hein, si on prend en référence la version synchro de la Golf précédente de la GTI, en version voilà, 3,2 litres sur cette Golf 4. Donc on a 240 chevaux pour une caisse qui fait aux alentours de 1500 kg, alors assez lourde parce que 4 roues motrices. Donc voilà, forcément c'est toujours un peu plus lourd. En plus voilà, le VR6 est assez lourd aussi, enfin plus lourd en tout cas qu'un petit 4 cylindres forcément. Du coup, on a quand même des performances assez abusées. On a donc, je le disais, 1500 kg, 240 chevaux, 0 à 100 en moins de 7 secondes et vitesse de pointe aux alentours de 250 km/h. Donc c'est quand même pas ridicule du tout. Après, bon, malheureusement, c'est à partir de ces Golf-là, entre guillemets, qu'il y a eu... Ils ont commencé à se faire une réputation un peu de voiture de ligne droite, qui était du coup effectivement assez impressionnante sur des 0 à 100, même des 0 à 200, ce genre de choses, mais qui n'était pas si, on va dire, maniable que ça. Du coup, bon, il y a pas mal de vidéos sur YouTube de R32 qui se crachent, hein, parce que malheureusement la tenue de route était, même si elle était bonne, entre guillemets, n'était pas forcément, on va dire, suffisante pour une voiture qui était aussi puissante que ça, en fait, tout simplement, et aussi rapide. Par contre, elle tue quand même la R32 au niveau de l'esthétique. Pour le coup, celle-ci, on voit bien la différence avec une Golf 4 classique, plus large, bien sûr, mais les pare-chocs aussi modifiés, et je crois que le capot n'est pas tout à fait le même. Mais surtout, voilà, les gros pare-chocs anguleux, ça, de l'époque, ça a son effet, je trouve. Ça fait vraiment bien le taf. Et puis, voilà, les coupleuses, enfin, c'est vraiment autre chose. Hein, c'est pas du tout le même délire entre la GTI et la R32. D'ailleurs, personnellement, sur Horizon 5, je trouve que la 7.5 facelift, qu'on testera plus tard dans cette vidéo, j'aurais préféré, en fait, avoir une version 7.5 GTI qu'une version R, parce qu'au final, les performances, la différence, on va dire, de perf entre une 7 et une 7.5 est vraiment minime, en fait. Et je me suis dit, voilà, tant qu'à avoir, on va dire, la phase d'après, autant nous mettre la version GTI, comme ça on aura une finition différente. Mais au final, c'est pas ce qui a été décidé, malheureusement, donc c'est comme ça. Donc voilà, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Là, on va attaquer l'autoroute sur Forza Horizon 5 avec donc, cette R32 compteur grade jusqu'à 300, ce qui est quand même assez stylé. Première Golf vraiment extrême, entre guillemets. En sachant que bien sûr, il y a des gens qui ont fait des préparations là-dessus, ça monte facilement à 500 chevaux, mine de rien. Mais je sais pas pourquoi, j'ai tendance à oublier que la R32 est un VR6. Je pense que c'est parce que les versions qui sont sorties après des R, c'est des 4 cylindres. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on me parle de celle-ci, alors pourtant je l'aime bien cette voiture-là, mais j'ai toujours dans mes souvenirs gravé que c'est un 5 cylindres. Et je sais pas pourquoi, mais je sais comme ça. Alors que c'est bien un VR6, voilà, de 3,2 litres en plus, qui est quand même pas ridicule du tout. Et effectivement, les 240, on va les avoir. Hein. On les a eu d'ailleurs. On n'aura pas plus que ça, mais on les a bien atteints, donc quand même plutôt stylé. Et là aussi, le chrono, on va avoir quand même un bon gap de perf, puisqu'on fait 3 minutes 12, si je dis pas de bêtises, avec cette R32. Donc c'est parti avec la prochaine. Alors, sur Forza, il n'y a pas de Golf 5, je ne sais pas pourquoi, depuis Horizon 4, même avant peut-être, je ne sais plus. On n'a pas la Golf 5. Par contre, on a la 6. Donc en gros, voilà, on passe de la 4 à la 6. Malheureusement, ça va faire 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 7.5 dans cette vidéo. Donc là, on retourne sur une version R, donc comme la R32, sauf que là, on n'est plus en version VR6, on n'a plus un 6 cylindres, on repasse sur un 4 cylindres. Et le 4 cylindres, c'est un 2 litres, voilà, qui sort quand même 270 chevaux, ce qui est pas mal du tout. Cette voiture-là est en 4 roues motrices. Alors, c'est pareil, quand on parle de Golf en général, 4 roues motrices, c'est pas des 4 roues motrices permanentes, c'est tout simplement une redistribution du coût et de la puissance
selon l'adhérence, selon les circonstances, mais c'est pas des 4x4, c'est pas vraiment des vraies 4 roues motrices intégrales tout le temps. Mais voilà, sur le papier c'est bien une 4 roues motrices, donc assez lourde malheureusement, 1600 kg environ. Mais 0 à 100 en 5 secondes 7, une des premières Golf, d'ailleurs je crois que c'est la première Golf sport entre guillemets à être équipée de la boîte DSG, si je dis pas de conneries. Et donc voilà, 0 à 100 en 5 secondes 7 et vitesse de pointe aux alentours des 250 km/h. Alors par contre, voilà, différence de pilotage, ceux qui disent que la R32 sous vire, waouh, ça c'est aussi quelque chose. Hein. Alors je sais pas quelle a été l'évolution du châssis entre la Golf 6 et la Golf 7, mais ça sous-vire tout pareil. Hein. Genre là c'est vraiment flagrant, chose qu'on n'avait pas encore trop, on va dire, avec la R32. La R32 déjà, bon, ça commençait à être fat et à vraiment sous-virer, mais là c'est vraiment, le gap est vraiment visible de ouf. Donc bon, après heureusement, voilà, elle fait 270 chevaux, niveau accélération elle tue quand même pas mal hein, pour l'époque. Mais c'est vrai que le sous-virage est quand même assez réel. Hop là, et les freinages, les freins sont pas si longs que ça. Par contre elle a de la gueule quand même celle-ci en vrai, avec les feux un peu sombres là, j'ai l'impression qu'ils sont fumés. Elle a quand même un peu de gueule celle-ci. Donc ça c'est la version de 2010. À ne pas confondre du coup évidemment avec la version de 2014 ou celle de 2018, c'est vrai qu'elle se ressemble quand même beaucoup en fait, hein. C'est une nouvelle Golf. Entre la 6 et la 7, on va dire que l'évolution esthétique est vraiment minime. On peut même confondre, franchement, on peut juste se dire que la 7 c'est une phase différente de la 6 plus qu'une autre génération. Après que la 8 ça change un peu, elle a quand même une autre gueule. La 8 je sais pas quand est-ce qu'on va voir sur Forza, peut-être en 2029. Mais bon, pour le coup c'est vrai que la 6 et la 7 on peut vraiment facilement confondre. Comme on peut vraiment facilement confondre la 7 et la 7.5 au final, c'est vraiment un restylage très minime. Donc ouais, freinage qui est pas génial et beaucoup de sous-virage. Par contre c'est vrai que niveau nervosité et accélération elle est pas dégueu quand même. Et compteur galeux jusqu'à 300, ce qui est quand même assez stylé je trouve. Même si bon là on n'aura pas 300, je vous le disais c'est Vmax aux alentours des 250 km/h. Donc là les 300 c'est un peu illusoire. Je sais pas si on atteindra 300 dans cette vidéo. On va dire que la meilleure chance de les atteindre c'est avec la Golf 7 forcément. Mais je sais pas du tout s'il y a moyen. Vraiment full stock c'est vraiment pas sûr. Même si on a d'autres caisses dans ces catégories là en classe B qui peuvent le faire. D'ailleurs on est en B645, on n'est pas si loin des paires d'une 7 et d'une 7.5 sur le jeu. On verra. Les 250 il y a moyen. Avec la redescente derrière. Déjà 230. On va passer la 6ème. Et ouais, par contre on sent quand même que par rapport à la cylindrée il y a quand même moins de couple que sur la R32. Mais bon, c'est une autre histoire. Bon elle est quand même jolie, ça va. Elle est quand même jolie. Et donc ouais, on fait un petit chrono, du coup la différence c'est que la R32 est pas si grosse, hein. Je suis assez surpris, mais on fait 3:10,634, c'est seulement 1 seconde et 3 dizaines de mieux au final que la R32. Donc là je vous l'avais dit, la Golf 6 et la Golf 7 se ressemblent quand même énormément, ça c'est bien une 7. Ça c'est la 7 classique. Après on testera évidemment la 7 facelift qui est donc la dernière arrivée sur Forza Horizon 5. Donc là on a le même moteur, on a la même cylindrée, mais on passe de 270 à 300 chevaux. Le poids reste à peu près le même, aux alentours des 1500-1600 kg. Là aussi en fausse 4 roues motrices. Par contre 0 à 100 qui est un petit peu amélioré, je crois que c'est 5 secondes 2 ou 5 secondes 1. Et vitesse de pointe sans bride. Parce qu'évidemment ils ont commencé à mettre des brides sur ces voitures là puisqu'elles dépassaient 250. Sans bride c'est 260 environ en Vmax. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne sur le jeu niveau chrono. Honnêtement ça devrait être mieux quand même que la 6 parce que la 6 c'est vraiment la pire en termes de sous-virage en fait. C'est vrai que celle-ci j'avais un petit peu roulé au volant, j'avais changé d'avis plusieurs fois dessus. Parce qu'en vrai au volant, selon on va dire la catégorie dans laquelle vous jouez, c'est plutôt assez marrant à conduire parce que même si elle sous-vire, vu qu'elle est assez petite et au final assez nerveuse grâce aux fausses 4 roues motrices, il y a quand même moyen de s'amuser. Mais c'est vrai que quand on la joue un peu en mode tryhard, en fait on se rend compte que elle est quand même assez sous-vireuse. Mais la 6 c'est vraiment un délire. Hein. Là la 7 au final c'est quand même largement mieux. C'est dommage on n'a pas la 5 sur Forza Horizon. J'aurais bien aimé voir ce que ça aurait pu donner. Mais bon voilà c'est comme ça. Je sais pas si un jour ils nous la rajouteront. Je sais même pas si elle a d'ailleurs été déjà présente la Golf 5 sur un Forza. Je sais pas pourquoi d'ailleurs on ne l'a pas. Il me semble que la 5 ça doit être celle qu'on a à l'époque voilà, de Need for Speed Most Wanted. Genre le premier boss qui doit rouler en R32 il me semble de l'époque. Je sais pas pourquoi, mais on l'a pas. Bref, petite Golf 7 donc. 7 normale, après il y aura la 7.5. Ah, compteur galeux jusqu'à 301, j'avais jamais capté ça, c'est quand même vénère. C'est quand même stylé ça d'avoir un compteur galeux jusqu'à 300 dans une Golf, même si on les atteint pas. Ça a quand même de la gueule. Alors attendez, hop, il y a un truc qui vient de pop sur mon écran. Voilà, c'est bon.
Je sais pas trop ce que c'était pour me dire que mon téléchargement de grid était terminé. Bref, bah c'est reparti pour la suite de ce tour. En vrai, ouais, non. Elle est vraiment beaucoup plus maniable que la 6. Elle est même plus maniable que l'R32, alors qu'on a quand même une caisse plus lourde. C'est aussi pour ça que c'est cool, je trouve, de faire ce genre de vidéo, on va dire, un peu multigénération. C'est que ça permet quand même vraiment de voir... Alors après, effectivement, ça reste un jeu et un jeu arcade. Mais sur Forza, ils ont quand même, on va dire, vraiment tendance à s'inspirer des vraies performances, des vraies conduites. Même si, bah voilà, forcément, si vous jouez un Aston Corsa ou un iRacing, bon, voilà, ça n'a rien à voir. Mais on va dire qu'ils ont tendance quand même à s'inspirer des défauts et des qualités des vraies voitures pour les reproduire sur le jeu. Et même voilà, si ça reste arcade, c'est assez marrant quand même de voir l'évolution d'un châssis à l'autre, d'un même modèle parfois, d'une génération à l'autre. Je trouve ça plutôt chouette. En sachant que ouais, ils ont quand même, on va dire, un très très bon moteur physique au final, simplement qu'ils ont décidé, entre guillemets, que Forza Horizon c'était arcade. Genre voilà, c'est comme ça. Mais leur moteur, le Forza Tech et le Forza Engine, c'est quand même de très bons moteurs qui sont capables de faire des trucs vraiment extrêmement réalistes pour le coup. Donc voilà, c'est simplifié, mais c'est vraiment basé sur la vraie vie, entre guillemets. Et on fait 3005, quand même un bon petit gap par rapport au précédent. Et donc ensuite, pour terminer, donc la 7.5, donc le facelift en fait de la 7, c'est la même génération, juste la phase d'après. Du coup, c'est le même châssis, franchement, c'est la même bagnole. Sauf, voilà, l'esthétique est un peu différente. On a, bah, voilà, on a un petit changement sur les pare-chocs, et l'intérieur n'est pas tout à fait le même. Mais c'est vraiment la même bagnole dessous. Et le moteur, du coup, c'est le même, sauf que reprog, entre guillemets, à 310 chevaux. Voilà, donc toujours le 4 cylindres de litre. Donc 310 chevaux, alors ce qui est assez bizarre, c'est que sur ce jeu, la Golf 7.5 qu'on a ici est moins puissante que la 7. Ce qui n'a pas beaucoup de sens. Là, on a sur le jeu seulement 285 chevaux, je crois. Mais même la 7 normale qui en fait 300 en vrai sur le jeu, on faisait 290. Donc c'est assez bizarre, mais du coup celle-ci sur le jeu se retrouve moins puissante et plus lourde, mais elle a quand même un meilleur indice performance. Donc bon, c'est parfois aussi un peu étonnant. Alors c'est comme ça. Explication demandée aux développeurs du jeu. Je pense honnêtement que ce genre de voiture qui se retrouve en carapace parfois se retrouve avec des indices performance un peu plus élevés, histoire d'attirer les joueurs voilà, qui n'ont pas encore le carapace. Je pense, je ne sais pas. Mais il n'y a pas vraiment de raison sinon entre guillemets qu'elle soit au-dessus, en tout cas vu comment elle est considérée par le jeu. Après c'est vrai que le châssis, même si c'est le même qu'en vrai, même si c'est le même surtout que la 7, c'est la même génération de voiture, a l'air d'être un petit peu plus efficace. Alors c'est possible, je ne sais pas, hein, je ne suis pas un expert de ces golfs là, enfin je ne suis pas un expert golf tout court d'ailleurs, mais je sais pas, il y a peut-être des modifs, c'est peut-être pas les mêmes pneus, c'est peut-être pas les mêmes suspensions, c'est peut-être pas non plus par exemple les mêmes freins, du coup effectivement celle-ci sur le jeu est mieux notée en termes de freinage et de niveau. Donc il y a peut-être eu quand même des petites évolutions qui font que au final même si on a un rapport de puissance qui est moins bon, on a quand même une caisse qui est plus efficace en virage et donc ça compte sur l'indice performance du jeu. Et ça explique le fait qu'elle soit un chouïa plus haute, mais c'est vraiment à pas grand chose près, je crois que c'est vraiment à 3 points d'indice performance près. Donc c'est vraiment archi proche. Par contre la 7.5 facelift est vraiment cool sur le jeu, en sens qu'ils nous ont mis quand même deux kits carrosserie différents, enfin deux kits carrosserie, deux personnalisations esthétiques différentes on va dire par panneau de carrosserie, genre pare-choc, capot, bas de caisse et aileron. Et ça c'est cool, j'ai l'impression que voilà, sur une nouvelle voiture achetée sur le jeu, il y a les carpasses, il y a les mises à jour, ils font des petits efforts pour rajouter de nouvelles customs. Et ça franchement, je trouve ça chouette. Même si, voilà, plus ce serait bien, même si en avoir sur toutes les voitures ce serait vraiment bien. C'est quand même mieux que rien. Et puis ça veut dire qu'ils écoutent quand même pas mal les retours de la communauté, puisque c'est quelque chose qui n'est vraiment pas présent sur FH4. Sur FH4, toutes les voitures du Carpass étaient vraiment pas très intéressantes, mais surtout elles avaient vraiment très peu de custom, à part quelques modèles vraiment spécifiques. Là pour l'instant on a quand même eu pas mal de trucs sympas au niveau des ajouts, pas mal de custom. Que ce soit la Subaru, que ce soit qu'est-ce qu'on a eu d'autre, la TTRS. Il y a eu voilà, plusieurs modèles sur lesquels il y avait quand même de quoi faire. Et bien des petites modifs. Je l'ai pas dit au fait, celle-ci c'est 0 à 100 en 4 secondes 7 je crois. Et vitesse de pointe à plus de 260 là aussi une fois la bride sautée. Donc ce qui est plutôt pas mal là aussi. Et du coup niveau perf on fait vraiment un chouïa... Non enfin en fait on fait moins bien, what the fuck, moins bien qu'une 7 normale. Ok, donc assez chelou. Donc il y a quand même, on va dire, 30 secondes de différence entre la meilleure Golf qui est la 7
et la moins bonne qui était la première. Et je m'attendais quand même à faire mieux avec la facelift, mais bon, ouais, quand même 3 secondes de moins bien, c'est assez huge. Mais voilà, je pense que si j'avais jamais fait cette vidéo, je m'en serais jamais rendu compte. Et peut-être que vous aussi, du coup. Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai bien kiffé faire ça, je le referai certainement avec d'autres modèles. Je pense que le prochain, ce sera peut-être du côté voilà, de chez Audi ou de chez BM. Avant, on va dire que les nouvelles gammes soient modernisées, ou après, voilà, si on a une nouvelle RS4 ou une nouvelle RS5, il y a quand même des rumeurs là-dessus. Il y a moyen que je fasse un petit spécial RS4 par exemple, qui sera plus court parce qu'on n'a pas 8 générations sur le jeu. Mais voilà, on verra selon l'évolution évidemment de Forza Horizon 5. Donc bah comme d'habitude les gars, je vous invite à laisser un petit commentaire, dites-moi en commentaire laquelle a été votre préférée. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner bien sûr. Pensez à commenter cette vidéo, à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire. N'hésitez pas à venir follow, c'est gratuit. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça permet de me soutenir gratuitement en vous en profiter davantage de votre côté. Vous pouvez évidemment me retrouver aussi sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir me follow sur Twitter, c'est là que je suis plus actif, on va dire, niveau réseaux sociaux, qu'il y a des concours, ce genre de choses. Vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement, je le rappelle aussi, en utilisant le lien de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement par exemple. Mon lien Matériel.net pour acheter ce qui va être composant PC, périphérique PC. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi il y a plein de bonus, plein d'avantages selon le rang que vous choisirez. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.